Madeleine, Roger Lacan fait partie effectivement donc, des artistes qui sont présents dans la collection. Et puis nous allons ce soir échanger ensemble un petit moment pour essayer de découvrir un peu son univers et d'échanger sur son parcours. Et alors là, à l'écran, ce que vous avez en fait, ce sont un petit échantillonnage en fait, d'œuvres qui représentent un petit peu l'évolution de son parcours, avec surtout des peintures où vous pouvez lire justement la spécificité de sa démarche, avec bien sûr la présence de la représentation du corps féminin ou masculin qui est très présente, mais aussi la question de l'hybridation en fait, dans la manière dont elle va aborder le processus créatif, puisque Madeleine Roger Lacan est peintre, mais elle travaille la peinture en jouant beaucoup de la question de la mixité, des supports. Comme vous avez ici sous les yeux, vous voyez que l'œuvre, elle investit l'espace réel. Donc il y a vraiment l'utilisation de l'assemblage, du collage, du dessin, de la peinture, de l'huile, mais aussi donc, de différents matériaux et surtout cette idée donc, de télescopage entre une réalité intime, vécue, les histoires d'amour, la vie environnante, mais en même temps la grande histoire, les références à l'histoire de la peinture. Un tohu-bohu de références aussi qui va brasser avec la culture populaire. Vous verrez qu'il y a, par exemple, comme ici, un certain goût aussi pour jouer avec les mots. Donc on peut penser évidemment à toute cette famille de la peinture. Je sais pas, là j'ai Boiron qui me vient en tête, enfin la figuration libre qui me vient en tête parce qu'on est au Sable d'Olonne, mais d'artistes qui ont œuvré à ouvrir la peinture à la culture populaire, au cinéma, à la bande dessinée. Et donc on retrouve cette ouverture des références aussi dans le travail de Madeleine. Alors justement, puisque j'évoque la figuration libre, enfin les années 80, et donc là j'avance. Et la question donc des généalogies, des héritages, est-ce que tu pourrais commencer cet échange par cette question de ta formation et nous parler, on l'a évoqué toutes les deux déjà, est-ce que tu as un parcours qui c'est pas commun, tu as une double formation, donc tu as été aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Philippe Cognet, qui est donc aussi un artiste majeur de cette génération qui émerge dans les années 80, que vous devez bien connaître évidemment aussi, qui a été exposé d'ailleurs à plusieurs reprises et qui faisait partie d'une exposition sur les années 80 aussi que j'avais organisée avec Gaël Rajo. Et donc tu as fait les Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Cognet et aussi tu as fait une école d'art à Londres. Est-ce que tu pourrais nous dire justement déjà, avant peut-être de parler des modèles, enfin modèles c'est peut-être un bien grand mot, mais des artistes qui t'ont nourri, de la façon dont tu as vécu ce double enseignement et peut-être des spécificités qu'il y a eu entre l'enseignement parisien et l'enseignement à Londres. Ouais. Bonsoir. Ça marche, ouais. Alors, à Paris, c'est là où... Donc, les Beaux-Arts de Paris, c'est là où j'ai commencé à vraiment étudier la peinture. Et je pense que dans mes premières années aux Beaux-Arts de Paris, j'avais... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les Beaux-Arts, mais j'ai fait un échange à Londres. J'ai pas fait un... Mais j'avais été prise dans cette école, mais j'avais hésité entre les deux écoles. J'avais préféré rester à Paris parce que c'était un enseignement plus long, ça dure 5 ans, gratuit. Et j'ai pu vraiment me poser et au début apprendre la technique picturale dans le système des ateliers aux Beaux-Arts de Paris où en fait on arrive et on est confronté, en fait les 5 années de peinture sont mélangées, donc on apprend beaucoup auprès des autres artistes avec qui on est. Et par exemple j'avais beaucoup choisi mon atelier, donc Philippe Cognet, mais aussi parce que j'avais aimé le travail des artistes que je voyais dans l'atelier, donc c'était par exemple Nathanaël Herbelin ou Jean Clarac ou Apollonia Sokol, qui était quelques années au-dessus de moi et qui avait une technique qui m'a tout de suite... et une pratique de la peinture sans...
je sais pas comment dire, quelquefois je sentais qu'il y avait plus des recherches, enfin il y a vraiment une technicité qui recherchait à côté de plein d'autres choses, mais c'était ça qui m'intéressait, j'avais vraiment envie d'acquérir ça. Donc mes premières années aux Beaux-Arts, c'était beaucoup ça. J'explorais déjà la question et aussi au gré des conversations, avec Cognier, mais aussi avec Albert Rolla, avec François Boiron, de comment... je pense que très vite, j'ai été un peu bloquée par le cadre de la peinture, par quelque chose d'un peu classique. Mais c'est peut-être mieux sans micro, non? Comme tu sens, ouais. Ah, pour ça, ok. Et très vite, j'ai commencé à développer tout un langage aussi de comment détruire la peinture, donc la recouvrir, la découper, trouver tout un répertoire de langage de destruction, en fait. Où c'était un peu masochiste, où parfois je faisais des peintures en entier, puis presque l'entièreté était après recouverte, et il fallait juste que je mette en place ce langage. Mais c'était encore assez formel. Et quand je suis arrivée en Angleterre, donc c'était l'école de la Slade, c'était un moment où j'ai vraiment rencontré d'autres, où j'ai pu plus me confronter peut-être aux viscères de ce que j'avais envie d'exprimer, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus viscéral et intime, et d'aborder des sujets peut-être que je ne me permettais pas d'aborder de façon figurative à Paris, parce que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de plus classique, peut-être que ouais, je sais pas, je pense qu'il y avait un manque de références aussi, et quand j'étais à Londres, j'ai découvert le travail de Tracy Emin, de Paula Rego, de... je sais plus qui d'autre, mais bon, je pense à ces deux-là. Peut-être tu parlais de Hockney aussi pour le collage, j'imagine. Ouais. Voilà, oui. Mais Hockney, j'avais découvert un peu avant déjà, mais et Hockney est encore assez... il y a ses premières œuvres qui peuvent être un peu... Mais il a quand même quelque chose de peut-être plus classique que quelqu'un comme Tracy Emin ou Paula Rego qui vont, en tant que même artiste femme... Enfin, je pense que j'ai découvert aussi pas mal d'artistes femmes qui vont parler de sujets impudiques. Et ça, j'avais vraiment très peu d'exemples en France. Oui, ce qu'on retrouve chez Paola Rego, effectivement, est-ce que c'est lié à une culture aussi anglo-saxonne, même si elle a une double nationalité, mais enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a un humour anglais, et, tu vois, une espèce de crudité aussi, peut-être. De rapport à la fantaisie, et aussi beaucoup plus décomplexé par rapport à la technique, où je sentais que là-bas, on pouvait vraiment proposer des choses... presque, enfin, je sais pas comment dire, c'était plus libre, alors qu'en France, il y avait vraiment quelque chose où s'il n'y avait pas derrière soit un travail technique poussé ou un travail conceptuel poussé, alors que ils acceptaient des gestes peut-être plus fantaisistes, plus sentimentales, sans... ils aiment un truc plus... avec un twist, enfin je sais pas comment dire, j'ai pas le mot là, mais qui était très libérateur. Absolument. Ouais. Bon, c'est un fait que de toute façon, ça te caractérise déjà aux Beaux-Arts, mais jusqu'à aujourd'hui. Si on considère, par exemple, les peintres de ta génération, et même d'ailleurs un peu les aînés, tu vois, dont tu as parlé, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, de jeunes peintres, qui sont dans une pratique de la peinture qui est plus liée à une assimilation de l'outil ordinateur, photographie, et qui vont questionner plus la question de l'image, alors que peut-être toi tu te situes plus dans une interrogation de la matérialité, du corps et de la physicalité en fait de la peinture, dans la façon dont tu vas aussi découper les supports, tu joues sur les assemblages avec quelque chose qui rentre dans l'espace réel, qui peut même faire penser, je sais pas, à Rauschenberg par exemple, ou à, tu vois, dans cette préoccupation en fait de la peinture objet, donc dans une toute autre histoire. Et il me semble que du coup dans cette question-là, tu rejoins pas mal de peintres du coup de ma génération en fait qui se sont développés qui sont nés dans les années 70 et qui ont du coup beaucoup regardé la peinture allemande, parce que d'ailleurs Marion Bataillard en a parlé le mois dernier aussi, parce qu'effectivement la question de la peinture allemande amène
toute la question du mauvais goût, entre guillemets, hein, de la possibilité de s'autoriser le sale, l'utilisation de la matière épaisse, de l'épaisseur, tous les néo-expressionnismes en fait, hein, du néo-expressionnisme du début du siècle jusqu'au néo-expressionnisme de Baselitz ou de Kiefer dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Comment du coup toi tu te situes par rapport à cette ouverture du champ de la peinture qui a été rendue possible par les Allemands dans ces préoccupations justement d'espace éclaté, de matérialité? Les Allemands, je les ai découverts assez tôt dans mon parcours, même en prépa avant d'aller aux Beaux-Arts. Et j'ai beaucoup regardé Neo Rauch et toute l'école de Leipzig, en fait, Matthias Weicher, Tim Ettel, qui après est devenu mon prof aux Beaux-Arts. Et qui, grâce à lui, j'ai rencontré un galeriste allemand avec lequel je travaille aujourd'hui. Donc, je cultive beaucoup aussi cette connexion avec l'Allemagne et la peinture allemande, en fait. Et c'est assez... je pense que c'est très important pour moi. Et c'était, oui, ce rapport ce rapport décomplexé, déjà, aussi à la peinture. Oui, je pense qu'il y a eu en France quand même tout ce moment où on a un peu dit la peinture est morte, la transmission s'est arrêtée, et il fallait forcément avoir beaucoup de discours derrière. Enfin, je pense que toute une histoire un peu cabossée de la peinture en France, qu'il n'y a pas eu en Allemagne, qu'il n'y a pas eu en Angleterre d'ailleurs non plus. Il n'y a pas eu de rupture comme ça, donc c'est vrai que et aux États-Unis non plus. Enfin, la conversation autour de la peinture s'est jamais arrêtée comme quelque chose de désuet. On n'a jamais dit c'est mort, maintenant c'est la photo, la vidéo, l'installation. En fait, ce qui se passe, d'ailleurs on le voit avec la génération qui a été vos professeurs, ce qui est étonnant, c'est que en fait, la peinture, évidemment, elle n'a jamais cessé. Quand vous regardez les aînés de la génération de ceux qui ont été de support surface, par exemple Vincent Biolès, qui depuis pratique une peinture figurative. Donc il est né en 1930. Après, vous avez la génération de la figuration libre qui sont nés fin 50, 60, vous voyez, qui dans les années 80 développent ce qu'on appelle le retour à la peinture figurative, mais retour parce que dans les années 70 dominait une pratique avant-gardiste, justement tournée vers l'abstraction ou vers les nouveaux médias. Mais en fait, les aînés, tels Vincent Biolès par exemple, continuaient de peindre à l'atelier, mais en fait il y a des espèces de... Et pareillement, les artistes des années 80 qui ont été profs de cette génération aux Beaux-Arts ont bien sûr continué d'œuvrer, de faire carrière, de peindre, mais seulement la perception qu'on en a eue par le biais de l'institution nationale en France a été effectivement mis à l'ombre, et donc des artistes comme Madeleine ou d'autres d'ailleurs avant elle n'ont pas forcément reçu de manière directe cette transmission, en dehors évidemment de l'école des beaux-arts et de ce qui est rendu possible à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent par le biais de catalogues ou de voyages, et c'est partagé par beaucoup d'artistes de ta génération et de la mienne, que de dire que effectivement l'Allemagne a été, entre autres, et l'Angleterre aussi, et les États-Unis aussi, une source de libération dans ce qui était justement une pratique décomplexée de la peinture, dans un sens non classique et non illusionniste photographique, je dirais. Une peinture qui se reconnecte effectivement avec... Et aussi, j'ai l'impression que ça a aussi eu une sorte de disparition des peintres français sur le marché international. Oui, absolument. Parce que j'ai l'impression que les peintres allemands, américains, anglais, ils faisaient tous partie de la même conversation, et c'est comme s'il n'y avait plus de peintres français qui participaient à cette conversation. Ah oui, absolument. Ce qui est aussi très... Parce que on disait c'est super de faire des conversations, mais je pense que l'art c'est une grande conversation, donc en fait si on n'est plus invité sur la table pour parler, on en fait aussi, donc c'est un peu... Non mais absolument. Les différences de cotes énormes, bon après là c'est des considérations économiques, mais qui sont le reflet effectivement de cette situation, c'est qu'on se retrouve avec des artistes de même génération, qui sont allemands ou anglais ou américains, qui sont cotés énormément plus que les peintres français qui en fait n'existent pas, quasiment pas. Et évidemment tout ça c'est lié aussi à la façon dont l'institution, mais quand je dis l'institution je vous parle au niveau vraiment national en fait, où c'est que les grandes machineries ont lieu, et les grandes foires,
Et du coup, le soutien n'a pas été assez important et assez permanent pour pouvoir faire en sorte que les peintres français aient effectivement la même visibilité et le même succès que les peintres internationaux. Et c'est quelque chose qui continue d'ailleurs aujourd'hui encore. Tu vois, on parlait récemment de Beaubourg, qui effectivement privilégie quand même encore beaucoup les peintres internationaux. Quelques expositions et belles et salutaires ont été faites, bien sûr, pour Garouste, Ayot, Rancillac, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on espère que le futur sera favorable à cette réhabilitation en fait, de cette belle histoire des figurations en France qui méritent effectivement d'avoir une place aussi belle que la peinture internationale. Alors du coup, tu absorbes ces questions en lien avec tradition française, mais aussi allemande, anglaise, américaine aussi. On n'a pas parlé de la bad painting, donc, tu vois, sur le côté un peu l'utilisation de la culture populaire, un côté. Et alors du coup, j'aimerais, Madeleine, que tu parles maintenant de cette question de la notion d'assemblage. Donc bon, là, on a sous les yeux, effectivement, on voit sous le titre les différentes techniques que Madeleine utilise et comment elle peut, dans son travail, avoir recours à un assemblage de peintures, de photos, d'éléments collés, et donc à une forme d'éclatement de la représentation. On n'est pas du tout dans une image unitaire, on est vraiment dans une image complexe, composée, qui est fragmentée, qui éclate le morcellement, qui éclate la figure humaine, la représentation. Comment tu interpréterais, Madeleine, a posteriori, bien évidemment, cette question du morcellement, et est-ce que tu es OK avec l'idée qu'on pourrait l'interpréter, nous, comme une forme d'état de la peinture qui suggérerait notre propre morcellement intérieur, ou comme une forme, en tout cas, comment donner forme à une forme d'intériorité par ce morcellement? Oui, je pense que c'est vraiment... C'est ça qui me... Je pense que c'est vraiment une des peintures sur lesquelles j'ai le plus poussé. Elle a connu, je sais même pas combien d'étapes, cette peinture. C'est la peinture de la peinture de départ. Enfin, et donc, il y a la photo prise par moi, la photo publicitaire de la nature morte, de la peinture sur bois, du dessin numérique imprimé sur un papier peint. Donc, pour trouver l'équilibre, pour arriver au stade final, c'était très lent, très long. Et donc, très souvent, ma peinture, c'est lent, mais pas tellement quand je peins, je suis efficace, mais en fait, c'est juste le temps que les choses se déposent là où elles doivent se déposer. Un peu comme, ça se sédimente, un peu comme la mémoire, comme quand on vit quelque chose et arriver à un moment où on va pouvoir bien en parler, il y a du temps. Donc l'élément du temps est omniprésent, et en fait, donc ça s'appelle Pizza Party quand je rêve de mes amis. Je me suis beaucoup intéressée... Tout d'un coup, il y a eu un moment où il y avait le motif de la pizza qui revenait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'était très... je sais pourquoi maintenant. J'y réfléchi, mais je pense que c'était une sorte de symbole autour de la pulsion, quelque chose de partagé, quelque chose aussi de pas approprié à la peinture qui m'amusait, comme une sorte de blague. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est aussi une période où j'ai beaucoup exploré la question du rêve. Et l'idée parce qu'en fait, par le rêve, on a accès à... Chercher l'homme pizza en t'écoutant. Ouais. On a accès à... à ces états modifiés. En fait, on a accès à notre intériorité. C'est une grande porte d'entrée qui permet de peut-être que parfois découvrir des rouages. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai essayé de beaucoup communiquer avec cette porte-là. Maintenant, je m'en suis un peu plus éloignée, mais ça a permis de débloquer et d'ouvrir des canaux dans mon imagination. Et oui, donc en fait, c'était beaucoup la question... En fait, je pense qu'une des questions qui m'obsède, c'est comment représenter comment marche la conscience de mind. Il n'y a pas vraiment exactement le bon mot en français pour parler donc si c'est ça, la conscience, mais dans la conscience, il y a aussi l'inconscient, il y a tout ce qu'on va récolter dans le quotidien,
comment tout ça, en fait, et tout ça ne tient pas dans un cadre. On ne tient pas dans un cadre, en fait. On n'est que des fragments qui s'accumulent, des souvenirs, des sensations, des projections. On est ici maintenant, mais parfois vous allez partir autre part dans votre tête. On est à la fois un corps qui accumule des sensations et une conscience, des mots. Enfin, on est très hétérogène en fait. Absolument, et c'est passionnant ce que tu dis parce qu'il y a, quand on regarde l'évolution de la mutation des formes en fait avec l'histoire de la modernité que nous faisons commencer, on en parlait encore avec Madeleine à Manet et effectivement à cette époque-là, 19e, on se rend compte que l'évolution en fait des formes avec la modernité elle est liée à une mutation en fait aussi de la société, de la perception qu'on a du monde et aussi de la perception qu'on a par exemple de l'intériorité. C'est intéressant de voir que vous avez effectivement l'apport de la psychanalyse, de Jung, qui va être importante quand on regarde par exemple la révolution surréaliste. On voit effectivement que la question, on l'évoquera tout à l'heure avec Madeleine, cette question-là de l'onirisme. En tout cas, on a une lecture de l'être humain qui est intériorisée, c'est-à-dire que le processus de la modernité, c'est vraiment un processus de subjectivisation de la peinture, où on a en fait l'intériorisation qui est très présente et une plongée finalement dans une perception du monde qui est filtrée par le regard du peintre et effectivement qui absorbe les tremblements de l'époque et qui sont des tremblements qui nous mettent en mouvement. Madeleine parle d'un tohu-bohu dans la manière de parler de la mémoire, mais il y a aussi toutes les mutations qu'induisent par exemple le développement de la photographie et après justement de la photographie à Internet, la façon dont on va multiplier les voyages, comment la perception de tout le vaste musée imaginaire est possible et accessible à tous les peintres. Je veux dire, c'est quelque chose qui, avant, on connaissait les œuvres d'art essentiellement par le biais des voyages, en fait. Le voyage en Italie, c'était ça, c'était la formation des artistes aux Beaux-Arts. Mais du coup, il y a une espèce de prolifération depuis le 19e avec cette question, justement, de la perception d'un monde qui est morcelé. Je pense qu'il y a l'intériorité qui bouge, parce qu'on a accès à tout, parce qu'on est en même temps ici et en même temps avec notre portable ailleurs. Je pense que du coup, on a la peinture absorbe en fait ces mutations et les révolutions qu'a permis la modernité en fait rend compte de ces mutations. La peinture est liée en fait évidemment aux mutations du monde en même temps qu'elle est intemporelle. C'est ça qui est magique et magnifique dans l'œuvre d'art. C'est qu'il y a une part d'elle qui échappe au contexte historique, mais bien sûr une part d'elle qui en est liée. Et donc je pense que ce morcellement est vraiment fait état de mille mutations. Alors dans cette question de l'intériorité, Madeleine, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur la question du surréalisme, mais pas que, de cette façon dont tu as donc travaillé sur l'onirisme et aussi sur la matière des rêves. D'une manière toute simple d'abord, dans ton process, est-ce que tu as des artistes, j'en parlais avec Marcella Barcello il n'y a pas longtemps sur la façon dont elle pouvait pratiquer à un moment l'automatisme surréaliste avec écrire ses rêves en fait de suite et pouvoir une pratique qu'elle a après abandonnée. Comment toi tu fonctionnes par rapport à cette matière du rêve? Est-ce que c'est direct? Tu t'en nourris vraiment de manière directe? Et comment du coup tout le travail des surréalistes, hommes ou femmes oubliés, a pu te nourrir dans les sujets et donc dans cette question de l'onirisme, mais aussi peut-être dans les techniques, tu vois, dans l'ouverture que ça a rendu possible, dans la façon d'aborder la peinture? Très vite, quand j'ai commencé à vraiment apprendre la peinture vers 15-16 ans, j'avais fait un programme un été pour... tout de suite, j'ai commencé à regarder les surréalistes, donc je suis allée très très vite instinctivement. J'avais vu Magritte, je pense Magritte c'est mon premier, mais je connaissais, j'avais quand même accès, j'ai grandi à Paris dans un milieu quand même cultivé, donc j'avais quand même accès à ces questions-là. Donc j'ai très vite regardé ça.
Et les surréalistes femmes, je les ai découvertes un peu plus tard. Enfin, il y a quand même Frida Kahlo. Après, elle se considérait pas comme surréaliste, mais elle les détestait. Mais quand même, il y a quelque chose où elle a quand même énormément peint d'après son imaginaire. Donc, c'est cette façon d'être sorti juste du réalisme. On va pas représenter que ce qu'on voit. En fait, on va représenter ce qu'on ressent en s'appuyant sur ce qu'on voit. Et on va modifier ce qu'on voit pour avoir un accès névralgique à notre intériorité. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Après, j'ai aussi moi-même fait une psychanalyse très jeune parce que j'allais pas très bien. Et donc je pense que ça m'a aussi beaucoup permis de travailler sur les rêves. Et au début, je pense que c'était... en fait, je pense qu'après, il y avait des rêves importants que je dessinais. Et, en fait, et après, j'ai commencé à composer d'après certains rêves. Et en fait, les rêves qui sont des nuits de censure, ça m'a permis d'aller explorer des sujets qui faisaient peur, d'aller chercher, d'aller représenter des choses dont j'avais honte, etc. Mais en fait, grâce à ça, j'ai pu ouvrir des portes et commencer à vraiment... je pense que quand c'est Bacon qui dit ça, il dit que quand on a honte de ce qu'on fait, c'est bon signe quand on se sent pas bien avec ce qu'on fait. Et je pense que j'aime bien ce fait de toujours aller chercher quelque chose qui va me faire peur, soit par une nouvelle technique, soit en racontant quelque chose, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on va dire à voix haute, mais c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Absolument, très bel écho à Bacon, et surtout que Bacon est un maître aussi en termes de possibilité d'exprimer par l'aventure l'intériorité sans filtre sur les fantasmes et sur tout ça. Il y a la question du corps aussi, qui est très importante, et du coup, vous l'aurez remarqué, évidemment, il y a beaucoup de représentations de nus dans la peinture de Madeleine, de nus masculins et de nus féminins, et de nus masculins. Alors j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur la question du nu masculin, pour parler peut-être après de féminisme, du corps féminin, avec cette œuvre aussi que j'aime beaucoup, Bobo, Bain de minuit, qui en fait est un tableau qui là un peu dans l'actualité de Madeleine, puisqu'il a été sélectionné pour être exposé à l'exposition sur les copistes à Metz, et qui donc invite des artistes contemporains à exposer leur réinterprétation libre de chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture. Et donc, évidemment, là, vous reconnaissez le bain turc d'Ingres. Alors, je trouvais que c'était assez représentatif, du coup, ça catalysait un petit peu cette question de la place du nu masculin, de la possibilité, effectivement, de représenter le nu masculin d'une manière libre, crue ou pas, avec de l'humour ou pas. Et peut-être, d'ailleurs, ça rejoint aussi, Madeleine, la question du féminisme que je voulais évoquer à travers le corps de la femme, mais parce que c'est aussi une façon, une libération féministe. Tu as parlé de Valentin, on parlait de Valentin tout à l'heure, dans cette idée que la femme peut à un moment donné représenter des nus masculins et s'autoriser, en fait, il y a tout un mouvement, Suzanne Valandon, je sais pas, même Louise Bourgeois aussi, dans cette crudité de la représentation, cette possibilité d'être libre, en fait, sans tabou, d'exprimer ses fantasmes, son intériorité. Comment, Madeleine, comment tu perçois, en fait, cette question a posteriori de l'obsession pour le nu masculin, de cette question dans l'histoire de l'art, de ce qu'est le corps, en fait, pour toi, le goût, le plaisir de l'anatomie, et comment tu lui donnes forme dans ce tableau qui réinterprète un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du nu, avec effectivement des nus masculins, là où Ingres, dans sa propre vision fantasmatique du corps, représentait des nus féminins. Alors donc c'est l'expo copiste, c'est au Centre Pompidou Metz, et en gros les commissaires nous ont demandé de créer une pièce pour l'expo. Donc il fallait choisir une œuvre du Louvre et la copier. Donc au début ça m'a un peu intimidée, je trouvais que c'est un peu scolaire et je me suis dit je sais pas trop.
Mais en fait, j'ai tout de suite pensé à Sylvia Slay, qui est une peintre américaine, qui, dans les années 70, c'est une contemporaine de Alice Neal. Mais Alice Neal est beaucoup connue aujourd'hui, mais bon, Slay est très importante aussi. Et dans les années 70, elle a énormément peint des hommes nus, des hommes odalisques, des femmes nues aussi. Et elle a un très très beau discours autour de tout ça, où c'est vrai que les nus qu'elle représente, c'est toujours peint avec énormément d'humanité, de joie, il y a une sorte de grand humanisme dans sa peinture qui me plaît énormément. Et il se trouve qu'elle a fait une peinture qui s'appelle Le Bain turc, où elle a repris, en tout cas il y a 6 nus, mais c'est dans une composition plus classique, dans le sens où c'est 6 nus assis, il n'y a pas de... ça ne devient pas une sorte d'accumulation folle comme Ingres, ça reste dans un rectangle, mais il y a l'homme à la guitare, etc., pour citer. Et donc, et ça, c'est quelque chose qu'elle a fait dans les années 70, donc il y a 50 ans quand même. Donc au début, je me suis posé la question, est-ce que on n'a pas un peu dépassé cette question? On est en 2025. C'est peut-être un peu une porte ouverte de dire les femmes aussi, elles peuvent peindre les hommes. Mais je pense que je m'en sors de cette question parce que, certes, il y a cette inversion. Mais pour moi, c'était aussi cette peinture, c'était une façon de dialoguer avec Ingres, qui est un artiste que j'ai par ailleurs beaucoup regardé. Et il a une pratique du collage. On n'appellerait pas ça, un historien de l'art ne dirait pas collage parce que c'est anachronique. Mais comment il préparait ses peintures, il faisait beaucoup d'études. Il y a ces trucs presque surréalistes où pour chercher la forme d'un bras, il y a cette étude très connue qui s'appelle La femme à 3 bras. Il y a toutes des peintures comme ça où il y a 4 pieds, une tête, 3 jambes. Enfin, j'adore ces études, je les ai beaucoup regardées quand j'étudiais aux Beaux-Arts parce que j'avais suivi un cours sur lui. Et comment il composait ses peintures, c'était du collage. Après, il lissait, c'est sa technique folle, etc. Mais en fait, finalement, de faire cette peinture, c'était aussi essayer de copier Ingres dans son processus. Oui, et puis il y a la question aussi des monstruosités d'Ingres que tu évoques, qui résonnent beaucoup avec ton travail. Tu vois, là, on a beaucoup après sous les yeux la façon dont Ingres... c'est passionnant parce que Ingres, il est vraiment, en fait, à la fois le chef de file du néoclassicisme au 19e, donc avec vraiment cette idée de l'école classique, de cette rigueur-là, et à la fois, il ouvre les portes de la modernité, une modernité qui, avec Matisse, Picasso, va en fait se libérer de cette académie néoclassique pour aller réinterroger le corps autrement. Et effectivement, Madeleine parle de cette fameuse étude du nu aux 3 bras, et il y a mille autres étrangetés, en fait, un sein qui rajoutait des illogismes dans l'anatomie aussi, comme cette célèbre nue au long dos de l'odalisque. On a des libertés, en fait, et des erreurs voulues dans la représentation de l'anatomie. Et c'est vrai que cette modernité-là, elle est intéressante, et c'est évidemment ce qu'a vu Picasso et ce qu'a vu Matisse, et qui ouvre après tout le champ de la peinture. Et toi, forcément, tu réagis à ça, puisque ta peinture aussi va chercher une manière de représenter le corps qui n'est pas une représentation illusionniste au sens photographique, mais au contraire une réinvention, en fait, du corps avec des impossibilités anatomiques, avec des disproportions, avec des improbabilités, qui sont une façon pour toi aussi de se reconnecter avec une vision un peu plus fantasmatique que réaliste. Ouais. Oui, c'est ça. Et juste, je voulais terminer un truc sur l'utilisation du... En fait, je pense qu'à partir du moment où on est artiste, on va utiliser... le fait est que c'est juste qu'il y a beaucoup plus de peintres hommes dans l'histoire de l'art, ou alors beaucoup plus de peintres, d'artistes hommes retenus par la mémoire institutionnelle, mais qu'à partir du moment où en fait, c'est souvent par exemple, le corps de la femme a juste été très souvent aussi juste un prétexte pour aller explorer des idées de peinture. C'est-à-dire que quand il fait les Demoiselles d'Avignon, Picasso, il utilise... Enfin, je pense que l'essence qu'est le désir et le regard qui désire, c'est un très très bonne...
une très bonne essence à utiliser pour en fait aller chercher des questions. Prétexte, c'est un très bon prétexte pour peindre, et ensuite l'aventure va aller plus loin que ces questions-là. Donc en fait, en tant qu'artiste femme hétérosexuelle, en fait, très vite, vu que le sujet du désir est, je pense, quand même très lié à la création, arrivent des hommes, mais comme c'est l'inverse quand on est un homme, en fait. Donc je pense que, voilà, c'était juste ça pour dire que... Oui, oui. Je pense du coup aux Demoiselles d'Avignon, parce qu'en fait là, je voulais qu'on parle de Matisse après, mais c'était un peu Picasso, les Demoiselles d'Avignon, et Matisse, la joie de vivre. En fait, on a deux visions complètement différentes en fait de la représentation du nu en peinture. Le nu peut être effectivement, et prétexte à faire peinture, mais en tout cas, il y a aussi effectivement à travers le choix de la peinture qui est faite, une expression de la vision du monde de l'artiste. Et les Demoiselles d'Avignon sont quand même en lien direct avec l'expérience de l'artiste de la guerre, des maladies qu'on trouve à cette époque-là dans les maisons closes. Il fait évoluer en fait beaucoup son process. La toile, elle a évolué avec un étudiant qui est présent, qui après évolue. Il y a le crâne qui est là. Et on trouvait cette maladie de la syphilis en fait que Picasso a eu peur d'attraper. Enfin, il y a eu tout un rapport de destruction et de mise à mal de la figure, vous savez, avec les masques comme ça, inspirés de l'art primitif, des corps à facettes, une agressivité en fait de la forme qui renvoie aussi à une perception en fait du corps mis à mal par l'artiste, qui est très différente de l'hédonisme maticien, qui au contraire va travailler à une forme d'harmonie entre le corps et la nature, et le dessin couleur de la joie de vivre dit cette harmonie-là qui est très différente. Et toi, du coup, Madeleine, il y a un peu deux aspects dans ton travail, le sombre et le lumineux. Est-ce que tu pourrais évoquer peut-être d'abord ton rapport au lumineux, et bien qu'il est toujours ambivalent, peut-être ton rapport à Matisse, et, ou alors par extension à cette question, tu sais, on en avait parlé pour l'exposition à la Malmaison, de l'âge d'or. Donc comment, là j'ai ce tableau Réflexion sur le fantastique, dans un jardin merveilleux. On retrouve parfois dans ta peinture aussi des nus dans la nature, des nus, je me souviens de ce grand atelier bleu aussi que j'aime beaucoup, où tu as un corps qui flotte sur l'eau, qui représente donc la question de l'hédonisme, à la fois de la création, de l'érotisme, qui peut être l'érotisme de la peinture aussi. Comment tu parlerais, Madeleine, de cette question? Il y avait aussi cette pièce que tu avais faite pour Détente forcée, pour la Malmaison, sur cette question de l'âge d'or, et en fait d'un âge d'or où le nu serait en réconciliation avec la nature, et comment évidemment cette thématique ressurgit, contaminée en fait chez toi, et quand même peuplée de doute et d'obscurité. Je pense que par la peinture, parfois, je pense que parfois la peinture a un peu un statut peut-être de refuge, en fait, en tout cas cette peinture-là, elle parle vraiment de ça, parce que il y a une sorte de sous-histoire qui est activée par la tête donc c'est un autoportrait, entre les jambes du peintre, il y a une tête cassée de Marilyn Monroe, qui est aussi la sculpture derrière moi, qui parle de ce moment dans cet temps de réflexion, enfin cette représentation archétypale de Marilyn Monroe où sa jupe se soulève, etc. Et c'était un sorte de hasard de la vie d'atelier qui fait que je me suis retrouvée avec une sculpture qui venait d'un décor de cinéma de cette scène, qui s'activait, donc avec un système de soufflerie, etc. Bref. Et sa tête était cassée, et en fait ça fait écho à la vraie histoire de Marilyn Monroe, qui s'est fait elle-même casser la gueule par son mari le soir où elle a tourné cette scène. Il était tellement jaloux
parce que ça avait créé un attroupement fou à New York que Marilyn Monroe, on puisse voir la culotte de Marilyn Monroe. Et elle s'est fait battre le soir même par son mari. Et donc, en fait, cette réflexion sur le fantastique dans un jardin merveilleux, ça parle du fait que, en tant que femme, souvent, la sexualité est quand même toujours très vite l'ombre de l'agression. Et que grâce à la peinture, en fait, il y a un dévoilement total qui est possible. En fait, la peinture permet d'explorer dans des endroits sans avoir mon propre corps en danger. Je peux me mettre à nu mes fantasmes, mettre à nu toute la vulnérabilité d'un corps féminin qui désire, qui est plus difficile à faire dans le réel. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que la peinture apporte pas ce truc de refuge. Oui, absolument. Et je pense qu'après, pour la question aussi des représentations, tu as des corps nus qui sont lascifs dans la nature, qui sont au repos, il y a toujours en fait une forme de contamination de cet hédonisme. Ouais. Contrairement peut-être, je sais pas, à l'hédonisme maticien, mais ceci dit, tu disais que tu avais travaillé sur Matisse et que tu avais interrogé justement dans un mémoire cette question des fantômes de Matisse, tu avais perçu à la fois le côté obscur, le côté lumineux. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la leçon de Matisse, du coup, en termes de peinture, par rapport à tes préoccupations, bien sûr? C'était incroyable de passer vraiment... Parce qu'au départ, je voulais écrire un mémoire dans les dernières années au Beaux-Arts sur les fantômes, mais je me suis dit, bon, ça va être très angoissant, je vais pas y arriver. Et en fait, en travaillant sur Matisse, je me suis rendu compte qu'il avait... souvent dans ses peintures, énormément de repentir. En fait, c'est un texte de Aragon qui dit c'est l'apparente facilité ou apparente simplicité. C'est-à-dire que Matisse, pour arriver à ces peintures qui nous enveloppent, qui sont tellement... qui font vraiment du bien. Enfin, souvent, je trouve que... En tout cas, de passer du temps avec les peintures de Matisse, ça fait toujours du bien. Il s'arrachait les cheveux à trouver ces formes, à arriver à cette simplification où en fait il disait que c'est pas la représentation qui compte, c'est la sensation de ce que tu vois qu'il essayait d'exprimer tout en mélangeant. Donc il essayait de mélanger à la fois la sensation de ce qu'il voyait à ce qu'il voyait. Donc c'est pour ça qu'il cherche à simplifier ses formes, à être dans cet interstice entre l'intériorité et le réel en fait. Et c'est fascinant. Oui, carrément. Et je pense aussi, quand tu disais c'est enveloppant, la question aussi de la façon dont la peinture va chercher à s'ouvrir à l'espace du spectateur. Et avec la danse, tu sais, les grandes compositions murales, monumentales. Et il y a un peu dans ton travail, du coup, dans la façon dont tu vas investir souvent l'espace, en fait, le lieu. Tu sais, tu vas donc avoir une peinture qui sort du cadre, qui va aussi utiliser le mot, l'image. Tu fais souvent dans les expositions des agencements, des scénographies assez originales dans la manière de montrer ton travail, où on voit que tu investis complètement le lieu. Comment ça se passe pour toi, cette question de l'immersif et cette idée un peu d'œuvre totale, quoi, qui englobe peinture, sculpture, le mot? Comment ça se passe? C'est assez instinctif. Déjà, je pense que c'est quelque chose que je cherche. Oui, pour envelopper je pense que c'est mon rapport à l'imagination. Je suis peut-être un peu amoureuse des mondes imaginaires. Et parce qu'on décroche peut-être complètement du réel quand on se perd dans son imagination. Il y a quelque chose peut-être de réconfortant dedans, ou en même temps, non, parce que parfois ça peut être très angoissant. Mais ça fait voir autrement le réel, et peut-être qu'après on revient dans le réel plus riche, le réel est plus vibrant. Je pense qu'il y a toute une réflexion autour de ça, mais bon, c'est vraiment en cours. Et sur la façon dont tu utilises les mots, il y a un côté aussi cinématographique en fait dans ta peinture, sur
Je pense que c'est aussi lié à cette question du rapport peut-être au spectateur ou au spectaculaire, à l'immersif. Oui, je pense que j'aurais peut-être aimé... Enfin, je pense que le cinéma, c'est quelque chose qui m'influence, enfin, qui m'inspire et qui... Peut-être... Enfin, ouais, le cinéma, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que tu as aimé, par exemple, comme famille dans le cinéma, dans l'histoire vaste du cinéma français et international, d'ailleurs? Peut-être dans le cinéma français, alors. Ou pas. J'ai pas assez réfléchi, je pense, à cette question pour... par exemple, pour la peinture du jardin, Oui. j'ai beaucoup pensé à Cocteau. Je pense que Cocteau, Demy, etc. Mais ça, c'est plus ancien. Mais bon, après, j'ai plein d'autres références plus... C'est vrai que je pense que je réponds plus souvent sur les questions de la peinture, donc j'ai plus l'habitude d'avoir... En tout cas, c'est une source de référence. Ouais. On a parlé de Boiron tout à l'heure, qui était un amoureux aussi de cinéma et de... Mais c'est presque même le processus du cinéma, le montage, comment on monte les images, de découpage. En fait, c'est que du découpage, le cinéma. C'est la narration, c'est raconter une histoire, il y a quelque chose de rapport à la culture populaire parce que c'est un divertissement et c'est quelque chose qui nous hypnotise, donc c'est une sorte de pénétration totale dans le cerveau du spectateur, avec beaucoup moins d'efforts que la peinture où il faut un peu plus travailler pour... Enfin, il faut éduquer plus son œil, je pense, pour la peinture, il faut passer plus de temps, enfin c'est un peu, ça vient d'un autre temps, la peinture. Après, je pense que ça va toujours évoluer et répondre, mais face au cinéma, forcément, c'est un peu plus écrassant. Mais la peinture, ça permet quand même un rapport très intime aussi. Ça permet, il y a moins de contraintes économiques, moins de contraintes... t'es plus seul, enfin, c'est l'artiste seul avec la peinture, puis le spectateur est seul avec la peinture, et chacun va se faire son propre film intérieur. Et c'est ça aussi qui est important. Et je pense que parfois de travailler avec l'idée de l'immersion, c'est comment essayer d'activer le plus de sens possible aussi chez le spectateur, que ce soit pas que un plan contre un regard, mais tout d'un coup ça part dans l'espace, on sent son corps, c'est une autre façon de réfléchir. Mais... Oui, bien sûr. Ben, c'est cette question de l'hétérogène en fait qui renvoie aussi à... Ouais, l'hétérogène, c'est la notion. Excusez-moi. Oui. C'est parce que je qualifie ma peinture d'hétérogène. Ouais, parfait. Alors, c'est pour ça. Excusez-moi. C'est parce que c'est une bonne notion, effectivement, pour parler des choses là qu'on évoque sur la peinture de Madeleine depuis le début de l'échange. Et du coup, on a parlé de obscur, lumineux tout à l'heure, Madeleine, sur la question de l'hédonisme. Et j'aimerais qu'on évoque c'est un peu dans certaines peintures où tu vas, donc, je sais pas, par exemple celle-ci ou celle-ci, où on a un côté très frontalement plus violent et plus noir aussi. Et je pense moi à l'expressionnisme allemand beaucoup quand je vois ces travaux. Et évidemment, quand on voit celle-ci par exemple, on pense on pourrait penser à plein d'autres choses, mais à la représentation des cadavres dans le grand polyptyque de Dix sur la guerre, qui est vraiment troublant et qui d'ailleurs renvoie aussi au Christ mort d'Holbein, peut-être vous l'avez vu, qui est assez saisissant et qui est une façon de représenter la mort, donc, et qui là vient chez toi. On ne peut pas dire que c'est atypique parce que tout ton travail est quand même tourné vers une forme de non-bivalence, mais il y a quand même, on va dire, une grande partie qui est peut-être plus colorée, plus, voilà, qui renvoie à un côté pop ou à un côté en tout cas tourné vers l'intériorité, l'érotisme, mais qui est moins noir, et certaines œuvres qui sont plus directement en lien avec ces questions en fait du temps qui passe, de la mort, de la violence du réel. Tu pourrais parler justement de ces œuvres-là et de la façon dont tu te positionnes par rapport à ton expérience en fait de la vie, de la mort, et puis à la question du politique aussi, parce qu'on pense à Dix, et Dix c'est quelqu'un qui a représenté la guerre.
Et j'aimais bien ce que tu disais sur cette question de la guerre, avec beaucoup d'honnêteté en fait. Que du coup, c'est pas la guerre que tu représentes parce que tu l'as pas vécue. Oui, oui, c'est Autodix qui disait. Je sais plus comment il. Donc il est allé sur le front de la guerre de 14. Mais je pense que c'est 10 ans après qu'il a sorti ce polyptyque, la guerre et tous les dessins, etc. Il dit qu'il fallait avoir fait la guerre pour faire ces peintures. Mais de toute façon, en règle générale, je peins avec mon expérience. Après, je pense que j'essaie de me mettre dans des situations où je vais essayer de faire augmenter mais de toute façon, la vie, elle va nous offrir tout au long de la vie, j'imagine. Elle offre. On rencontre des choses plus ou moins joyeuses, difficiles, enfin bref. Ouais. Mais je sais plus exactement ce que je disais, mais en tout cas, cette peinture-là, qui s'appelle Fleur Mort Vie, c'est vraiment une peinture qui entre le vécu d'un deuil très, 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 très difficile et la peinture, il y a eu 7 ans. Donc presque le temps que ces fleurs auraient pris le temps de pousser dans l'imagination. Donc je pense que cette peinture, c'est vraiment une façon pour mon imaginaire de donner corps aux réponses que j'ai eues face à l'angoisse de la mort, face à l'angoisse du corps, du corps qui va mourir, se décomposer, qu'est-ce qui devient le corps après la mort, etc. Je pense que c'est une question qui m'a beaucoup angoissée face au deuil. Et donc voilà, c'est devenu cette peinture comme une sorte de métaphore d'une renaissance possible à travers le corps des vivants. Les morts peuvent renaître à travers le corps des vivants. Je pense oui, d'ailleurs, c'est hyper. Oui, j'allais dire que c'est aussi le corps vivant qui est presque plus mort que le corps mort qui redonne la vie. Enfin, tu sais, il y a un côté, parce que quand on traverse le deuil, effectivement, tu as un côté un peu de traversée, tu es un peu toi-même plus vraiment là, en fait. Tu es toi-même un peu mort. Et du coup, les choses s'entremêlent comme ça, et je trouvais cette plus... Et la peinture est elle-même agressive. Là, ça, c'est une cicatrice, en fait, vraiment. Dans la peinture, j'ai scié la peinture, puis j'ai recousu avec... Enfin, j'ai restauré avec une technique de restauration, mais il y a vraiment une cicatrice dans la peinture, donc... Il y a aussi cette idée de la douleur, en fait, que certes, il y a la renaissance, mais il y a la cicatrice est aussi... Enfin, je pense que dans le deuil, il y a toujours une cicatrice qui va rester. Donc voilà, donc je pense que c'est une sorte de peinture qui est née d'une réflexion autour de mon expérience de la perte voilà, et de la mort. Oui, mais qui fait partie de la vie autant que... En fait, c'est ce que je voulais dire quand je dis... En fait, j'explore la question de la conscience, de comment représenter de la conscience humaine, et en fait, à travers tout ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain, et après peut-être particulièrement les expériences fortes qui sont le désir, la mort, la naissance, je sais pas, et le monde qui nous entoure, la violence, mais aussi le plaisir. Enfin, je pense que c'est toute cette palette-là qui est intéressante. Absolument. Et après, pour terminer justement l'échange, je voulais parce que tu parles de naissance, et puis bon, c'est un peu aussi une façon de rendre hommage à la peinture qui est dans la collection du musée, hein, que vous connaissez, puisque bon, là, dans cette peinture... Celle-ci, moi, je vois le cri. Ouais. Oui, et Munch est sûrement aussi dans... C'est vraiment... Mais c'est surtout la peinture d'avant, en fait, qui... Celle-là, elle, je l'ai faite en revenant d'une expo au musée d'Orsay sur Munch. On dit Munch ou Munch? C'est la grande question des Français. Munch. Munch, où il y a énormément de scènes de lits de mort, de personnes au chevet il a perdu sa sœur, je crois. Et donc je suis rentrée, ça a réveillé un souvenir, et j'ai fait cette peinture en rentrant, donc... enfin très très vite, mais et bref, c'est pas un sujet, le lit de mort finalement dans une bref, c'est pas
être Non, mais chaud. si, c'était intéressant parce qu'en plus, le lit, je trouve que ça renvoyait aussi à la part érotique dans ton travail, mais du coup, où tu fais un glissement, et j'aime bien sur cette idée quand même du. Le lit, ça peut être l'érotisme, mais en même temps, c'est le lit de mort, ça peut être, tu vois, une espèce d'ambivalence en fait dans la perception qui est intéressante, et la frontalité aussi, effectivement, de ces peintres-là, du mouvement de l'expressionnisme qui te touche et qui... Alors, du coup, pour terminer cet échange, la question de la naissance, puisque dans ce tableau, mais dans d'autres aussi, tu représentes la question de la maternité. On voit que tu es enceinte, Madeleine, aujourd'hui, puisque ton petit bidou qui est là avec toi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'évidemment, tu es une peintre qui explore la question de l'intime, qui absorbe les événements du quotidien et de la vie pour faire peinture. Et donc, on imagine bien que les tremblements de la maternité et ce que tu vis, ça viendra nourrir ta peinture de manière féconde. Comment tu as traversé en fait cette maternité en peinture ici? Là, je pense, là du coup, tu fais référence vraiment à aujourd'hui, enfin à ton expérience. Et comment ça peut transparaître aussi dans cette œuvre qui donc fait partie des collections du musée, différemment de vision de la maternité, qui d'ailleurs revient aussi ici. Ouais. Peut-être, voilà, tu peux parler de 3 pièces et c'est une ouverture à cet échange. Ouais, alors celle-ci, oui, dans les 3 parlent différemment de l'expérience. Mais c'est aussi pour ça, je pense que j'ai besoin et que je m'autorise une diversité formelle assez large. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est souvent le sujet, enfin ce dont j'ai envie de parler, qui va dicter la peinture. Et après, avec évidemment des motifs et des questions formelles qui vont revenir, mais là, par exemple, celle-là, elle s'appelle Le bébé absent. Et ça parle vraiment d'un moment où j'avais déjà ce désir de maternité, mais c'était trop tôt, c'était pas le bon moment encore dans ma vie, donc c'était une sorte de corps fœtal taché de liquide de l'intériorité, mais qui n'est que fantomatique, avec comme une sorte de vie autour, de contourner un peu il s'appelle contourner le bébé absent. Donc ça, c'était... voilà, c'est des... Ouais, c'est des questions qui peuvent tous nous habiter. Parfois, en fait, c'est comment ensuite arrêter d'être hanté par ces questions. Et la peinture, c'est très cathartique, en fait. Et la peinture de Une maman, ça parle... c'est un peu une peinture surprise. Et elle parle plutôt de la figure de la mère de mon amoureux, que j'ai pas rencontré, et qui est une figure assez sombre. Mais j'ai malheureusement pas pu la rencontrer, donc voilà, donc elle est un peu apparue c'était une toile où je l'avais peint mon amoureux pour une autre peinture, et puis il y avait ce gros trou à côté de lui. Puis un jour j'ai vu ce visage apparaître, j'ai mis cette toile cirée, donc comme quelque chose un élément du quotidien, et ce visage que j'ai vu que à travers des photos ou à travers le visage de mon amoureux est apparu, et elle tient ce corps d'homme un peu comme une poupée. C'est un corps d'homme adulte qui essaie de s'échapper. Enfin bref, c'était une... Oui, il est très beau celui-là. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, tu sais, on a parlé de Paola Rego. Ouais. Je trouve dans la façon dont, tu sais, au niveau des échelles, et ce côté enfant, corps adulte et corps enfant, c'est très, très, très touchant ce tableau. Et oui, donc en fait aussi, là, ça s'appelle Une maman, c'est une maternité peut-être plus difficile. Enfin, je pense que j'ai pas, pour le moment, j'ai pas eu l'expérience, moi, de la maternité, donc la seule expérience que j'ai, c'est la toile d'avant. Donc ça s'appelle Happy and Terrified, donc heureuse et terrifiée. Donc c'est vraiment le moment d'apprendre que j'étais enceinte, et du coup, c'est à la fois ce grand bonheur et cette grande joie, et en même temps cette grande vulnérabilité, cette peur, cette petite chose qui est à l'intérieur de soi. Au début, vraiment, il y a un truc, une sensation de vulnérabilité que j'ai trouvé assez de soi-même. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est qu'un corps, que c'est très vulnérable, et qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose encore plus vulnérable. C'est assez
terrifiant. Et donc voilà, donc celle-là, je l'ai faite assez rapidement. C'était ces deux émotions. Oui, et c'est beau la façon dont tu mélanges du coup la création de l'enfantement, de la maternité et la création du dessin. Oui. Ce qu'on retrouve souvent, on ne l'a pas évoqué, mais bon, les nombreuses représentations de la peinture en train de se faire dans la peinture de Madeleine, vous avez dû voir la peintre représentée, le tableau. Là. Et du coup, c'est vrai que ça... Bon, ben, ça suggère en tout cas pour celui qui regarde de cette espèce de renvoi en fait de la création de la maternité à l'acte de création, quoi, qu'il y a quelque chose effectivement où s'entremêlent toujours les polarités de joie et d'inquiétude, et c'est un peu la définition de la beauté, quoi. La joie et l'inquiétude mêlées. Oui, c'est vrai. Voilà. Ben, merci Madeleine pour toi. ce petit échange en toute intimité. Je vous remercie de votre présence ce soir. On vous remercie d'être fidèle et on espère vous revoir pour les prochaines rencontres avec tous ces artistes peintres talentueux. Ce musée regorge de trésors inestimables en termes de peinture. Et donc voilà, nous sommes ravis de vous rencontrer. Et évidemment, si vous avez des questions à poser à Madeleine, il se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci.